Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. De retour d'un voyage dans un pays lointain, je suis Raphaël pour un super catch-up. Ah, c'est incroyable, on a pris le rythme. Le WWE SmackDown du 27 octobre, le Monday Night Raw du 30 octobre, et je ne suis évidemment pas tout seul, la tâche est trop énorme, donc je suis avec un énorme connaisseur du catch. Je parle de Ringside, bien sûr. Comment ça va, Ringside? Ça va bien, salut tout le monde, salut mon bon Raph, très heureux de te retrouver pour reviewer. On est presque sur les Go Home Show avant Crown Jewel, hein, on est sur la route de Crown Jewel. On est sur la road to Crown Jewel. Je sais que c'est un de tes pay-per-view favoris chaque année, hein, désormais c'est un rendez-vous Crown Jewel maintenant, hein. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement, un de mes moments passion, un de mes moments coup de cœur de l'année. Voilà, hein, tu reviens d'un pays lointain, tu repars vers un pays lointain. Ouais, avec des niveaux de vie pas très équivalents, hein, pour ceux qui savent pas, j'étais à Madagascar. C'est pas tout à fait la même chose que l'Arabie Saoudite, mais il y a sûrement des points communs, écoute. Ouais, ça doit se trouver. Bientôt peut-être un PLE à Madagascar, on ne sait pas. Ouais, on y est presque, je pense. On y est presque. Donc c'est aussi la période d'Halloween, hein, Oui. Ça on le verra plutôt pour Monday Night Raw, hein. SmackDown c'était pas trop l'ambiance. On va commencer par ce fameux SmackDown qui était à Milwaukee, dans le Wisconsin. Est-ce que tu as une anecdote ou une info sur le Wisconsin? Alors, le Wisconsin, c'est une belle ville. J'y ai vécu quelques années pendant mes études. Voilà, on fait une très bonne choucroute aux fruits de mer. D'accord. Je vous conseille. Eh ben, on leur passe le bonjour. Si vous nous écoutez du Wisconsin, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez chez vous. Voilà. Nous sommes à SmackDown, nous sommes dans le show bleu, donc forcément, le show bleu est ouvert par la famille du Tribal Chief, par la Bloodline, Roman Reigns qui arrive avec Paul Heyman, mais, le crime de lèse-majesté suprême, il n'est même pas encore arrivé sur le ring, Roman Reigns, il est encore dans sa musique d'entrée sous le titantron, qu'il est interrompu par celle de LA Knight, une énorme pop pour la petite star du moment, qui passe sans regarder Roman Reigns et qui va directement sur le ring. Et oui, on commence par une signature de contrat organisée par le tout nouveau General Manager, donc par Nick Aldis. Et donc Roman Reigns et LA Knight vont officialiser leur affrontement à Crown Jewel, hein, cette grosse affiche. LA Knight, il est assez décidé, il est très confiant, il est peut-être même un petit peu méprisant. Voilà, il s'assoit, il se met dans la tête de Roman Reigns, hein, il lui pique sa place. Il y a une séquence assez drôle où Paul Heyman tire le siège de Roman Reigns et puis LA Knight s'assoit à la place. À la tête de la table. Ouais, voilà, exactement, à la tête de la table, il lui prend sa place, donc on sent qu'il veut pas se laisser faire, LA Knight. Roman Reigns, il essaye de minimiser, il rigole, il lui dit mais écoute gars, t'as jamais eu de match pour le titre, t'as jamais eu de signature de contrat, tu sais pas ce que tu fais là, tu te rends pas compte quoi de ce que tu fais. Un petit peu de tension quand même, parce que Roman Reigns a du mal avec les stylos, hein, ça écrit pas très bien. Paul Heyman visiblement fait partie des gens qui gardent des stylos qui marchent plus. Et donc ça arrive. Donc il y a quand même une certaine tension. Elena s'amuse à faire réagir la foule de son côté. Et sur une ultime provocation, Roman Reigns lui renverse la table. LA Knight se défend. Jimmy Uso débarque. Pour aider son cousin et lui dit je m'en charge, pendant que Roman Reigns prend un petit peu le large. Mais LA Knight le fait passer à travers la table. Donc finalement, Jimmy Uso n'est pas venu aider, n'a pas fait grand-chose et laisse surtout Roman Reigns un peu dépité de cet échec. Donc une signature de contrat assez testostéronée, est-ce que ça t'a plu là? Ça t'a mis dans l'ambiance? Ah, carrément. LA Knight qui assume sa position de mec qui a une fusée aux fesses là et qui arrive directement dans le main event. Il s'est pas du tout démonté face à Roman Reigns qui encore une fois lui a pas fait de cadeau quoi. Il lui a rappelé un petit peu quelle était sa place en lui disant qu'il avait jamais encore rien fait à la WWE, que visiblement il se rendait pas compte de la position où il était et puis il lui a dit on va être gentil avec toi, tu vas voir ça va bien se passer. LA Knight qui a tenu le truc en lui disant que voilà il est inarrêtable LA Knight, donc c'est pas Roman Reigns qui va l'arrêter. Bon, on se fait pas trop d'illusions, hein. On voit mal LA Knight remporter déjà le titre malgré son énorme popularité parce qu'il y avait la foule qui était à 200% derrière lui, hein. Il explique bien qu'il a profité en plus de l'absence de Roman Reigns pour prendre un peu le contrôle du show
et s'accaparer les faveurs du public. Donc maintenant, entre l'acknowledgement et les chants pour LA Knight, ça c'est vraiment très serré au niveau du sonomètre. Et il demande même à Roman Reigns de l'acknowledge, de le reconnaître. C'est vrai. En fin de truc, avant de se prendre la tape dans la gueule. Il fait vite son affaire à Jimmy. Donc là, on a vraiment un LA Knight qui est très très fort, qui assume sa position, de nouveau favori des foules. C'est une situation, j'ai envie de dire presque, qu'on n'a pas vu souvent à la WWE, quand ils ont rarement profité de la popularité d'un mec quand c'était pas prévu au programme, quoi. Donc là, ils jouent le jeu, ils utilisent LA Knight, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, lui, tout ce qu'on lui donne, il assure. Et j'ai l'impression qu'il va être en haut de l'affiche pendant un bon moment, LA Knight, maintenant. Là, il est en train de passer le test, quoi. Et derrière, toujours imperturbable, la Bloodline, toujours grande qualité, quoi. Donc, pour une entrée en matière, c'est une belle entrée en matière. Ouais, moi je suis très très ravi. Là, je reprends donc le catch que je n'ai pas vraiment pu suivre à Madagascar. C'est pas un pays très très fan de catch en soi. Mais effectivement, déjà je suis ravi de revoir Roman Reigns. Quand je partais, les rumeurs disaient qu'on le verrait peut-être pas jusqu'au Rumble. Enfin voilà, il est là. Il était pas là. Bon, il a eu des petites vacances là depuis l'été, mais là voilà, il est de retour. Il tient sa place. Il est toujours impeccable, je trouve, dans les angles qu'il choisit pour parler à ses adversaires. Donc là, comme tu l'as dit, le côté ouais, c'est pas trop ce que tu fais, t'es un peu nouveau, on va y aller doucement. C'est vraiment méprisant à souhait et c'est très bien dosé. Et puis, LA Knight, ouais, il profite de la vague, la WWE, il joue le jeu, il l'envoie. Effectivement, LA Knight n'est pas un petit jeune et un perdreau de l'année, donc il faut profiter des occasions. Et je pense que ouais, c'est le challenger parfait là, à cette période de l'année, dans ce timing-là. Donc il tient super bien en termes de charisme. Là où on va se questionner un petit peu plus, on en reparlera plus tard, c'est qu'il est aussi booké comme quasiment un des meilleurs catcheurs du monde en ce moment. C'est peut-être là où il a un petit peu plus de difficultés, mais voilà, on est embarqué là, on y croit. On va y croire jusqu'au bout. On va y croire jusqu'au bout et donc on les reverra plus tard puisqu'on a eu un segment ensuite en coulisses où Roman Reigns force un peu son cousin Jimmy qui dit pourtant qu'il est sur la liste des blessés maintenant à aller affronter LA Knight. Donc le main event, ce sera LA Knight contre Jimmy Uso. Mais la soirée est encore longue, n'est-ce pas, Ringside? Ah oui, il y a encore plein de choses à voir. De toute façon, SmackDown, c'est la Bloodline en grande partie, puis après, il y a le reste du show, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Alors le reste du show, il y a quand même des intrigues qui continuent, notamment la Latino World Order et les Street Profits team méchant maintenant, qui s'affrontent dans un match. Donc le Latino qui n'a pas arrêté de devoir agrandir son clan, là c'est Carlito et Santos Escobar qui affrontent Dawkins et Ford. Mais malheureusement, le match ne va pas se passer jusqu'au bout pour les Latinos, puisque Rey Mysterio, on le voit se faire attaquer en coulisses par Logan Paul, se prendre un gros punch dans la gueule. Et étonnamment, ils sont pas très très professionnels quand même, les Latinos. Ils décident, voilà, Santos Escobar dit à Carlito, vas-y, va aider Ray Ray. Il dit, vas-y, moi je me débrouille tout seul. Évidemment, il se débrouille pas tout seul et les Street Profits remportent l'affrontement. Pendant que Carlito, lui, n'a vraisemblablement servi à rien, puisque le coup était déjà passé. Logan Paul, il s'est pas du tout acharné, il venait juste faire un petit coup d'esbrouf. Donc peut-être un peu d'erreur tactique là quand même chez les Sud-Américains, enfin chez les Caribéens. Ouais, ils sont toujours aussi nazes, ceux-là. Ils sont un peu plus cool maintenant qu'il y a Carlito, mais c'est quand même une belle bande de losers. Voilà, les Street Profits qui en profitent. Logan Paul qui fait le coup de poing, on peut dire, sans jeu de mots. Sur Rey Mysterio, on sait qu'il est le challenger numéro 1 pour le titre US maintenant. Logan Paul, ça va se régler à Crown Jewel. Le Santos Escobar qui prend la mauvaise décision, qui perd le match. Ça amorce, je pense, encore un peu plus l'inévitable heel turn, je pense, de Santos. Ça serait bien. Oui, c'est ce qu'il lui faut pour lui. Carlito, il est vraiment costaud, il est vraiment bien bâti. Il catch toujours vachement bien. Derrière les Street Profits qui ont enfin changé de musique. Depuis leur heel turn là, qu'ils avaient du mal à terminer aux côtés de Bobby Lashley. À part ça, le match était très chouette.
La LWO, c'est vraiment pas le truc que je préfère en ce moment, la WWE. Mais bon, avec Carlito, c'est déjà un peu plus cool. On est curieux de voir la suite. Là, on est dans la phase de remplissage un petit peu de SmackDown. Mais en tout cas, la petite intervention de Logan Paul, c'est très bien pour nous hyper pour Crown Jewel. Ouais, et on peut même hyper un peu la suite, puisque Logan Paul, dans les vestiaires, il veut pas répondre aux interviews, mais il croise Kevin Owens. Donc on a une session assez longue là, dans les vestiaires, plutôt bien foutue, où il croise Kevin Owens, il se regarde, hein, ce qui peut laisser présager aussi d'autres choses pour la suite. Et Owens, bah, il dit que voilà, il a envie de casser un peu la gueule de tout le monde, et notamment il croise Austin Theory et Grayson Waller, dont il avait dit du mal précédemment, et il leur dit qu'il est capable de leur foutre un coup de poing aux deux en même temps. Ce qu'il fait d'ailleurs avec brio, hein. Il se retourne, il fait semblant de partir et puis il revient à leur mettre une grosse tatane dans la tronche. Et le beau visage des deux autres est bien abîmé. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fun cette séquence. Kevin Owens, il a l'air de pas avoir plus d'objectifs que ça pour le moment que de casser des gueules. Et les deux, bon, ils ont un peu rétrogradé en mon absence, hein. Surtout Austin Theory, il est plus dans la hype des grands matchs pour des titres, mais ils ont l'air de s'être bien trouvés, donc de s'occuper en attendant. Ouais. Ouais, bah la séquence était très réussie là avec on passe de Logan Paul à Kevin Owens aux deux Stooges là. C'est effectivement aussi une théorie qui est plus au top, hein. Il est plus champion US. Il est en équipe avec son petit copain, mais ça fonctionne bien, ils sont marrants. Et puis cette séquence là avec Kevin Owens qui les assomme tous les deux avec un seul coup de poing, c'était rigolo. On a revu Jamie Noble aussi qui est venu intervenir pour essayer de les séparer. C'était vraiment une séquence qui était bien faite, tout en un plan comme ça. C'était chouette. Ça c'est les petites séquences qui prouvent que c'est quand même bien travaillé un peu méticuleusement maintenant les séquences de SmackDown là. C'était vraiment très réussi du début à la fin, je trouve. C'est du grand cinéma. Voilà, du grand cinéma. C'est plus du catch, c'est du cinéma, soyons clairs. Du grand cinéma comme on l'aime. Oui. Est-ce que c'était du grand cinéma? Nous avions eu ensuite un match entre Chelsea Green et Shotzi qui s'est conclu par la victoire de Shotzi sur un roll-up. Est-ce que tu étais content, ringside? Très content. Ça, c'est plus théâtre de boulevard. Hein, ouais, là on est plus dans ça, ouais. Ouais, j'ai plus trop de souvenirs, sinon que j'étais. non plus. J'ai toujours un peu de mal quand il y a Shotzi qui débarque avec son tank là. Mais Chelsea Green, généralement, c'est toujours rigolo. Et puis voilà, ça passe le temps. On pourrait s'en passer quand même, hein, honnêtement. Mais voilà, faut bien remplir un peu le truc, quoi. On pourrait s'en passer à SmackDown, mais on les revoit très vite quand on analyse Raw. Et là c'était des barques. Là, c'était des grosses barres. Ouais. Mais voilà, on vous tease ça, comme ça vous allez. On en reparle après. Vous allez rester jusqu'au bout. Voilà. Mais on est toujours à SmackDown, on attaque un gros morceau ensuite avec John Cena. John Cena qui débarque. Et John Cena, qui a quand même un très gros match, hein, ça y est, à Crown Jewel, il va affronter Solo Sikoa. Donc, il vient nous dire. Son premier match solo depuis je sais pas combien de temps, là, ou je sais pas quoi, ou du moins il a pas eu de victoire en solo depuis je sais pas combien de temps. Ouais, alors ça fait 2000 jours qu'il a pas eu de victoire en solo, mais enfin, bon, à rapporter aux statistiques, hein, je pense que ça doit équivaut à 2 ou 3 matchs peut-être. Il a dû perdre contre l'Undertaker et Roman Reigns, c'est à peu près tout. Mais et Austin Theory, oui, voilà, ça doit faire 3. Voilà. Mais voilà, la foule lui chante des You Still Got It et lui il dit je sais pas les gars, est-ce que vraiment je l'ai toujours, est-ce que je suis capable? Il dit que voilà, il sait pas trop où il en est. Quel acteur. Ouais, le doute là, il sait faire beaucoup d'émotions. Studio. Ouais. Il sait pas, il se questionne, mais en tout cas il est là pour gagner, comme toujours, il veut gagner à Crown Jewel. Là-dessus débarque Paul Heyman, qui, comme il sait très bien le faire, Paul Heyman vient parler un peu d'histoire, de passé. Il lui dit voilà, John Cena, t'es le mec qui a rempli les arènes et les stades pendant si longtemps, et que c'est moi qui t'ai choisi. Hein, il y a plusieurs années en arrière maintenant, et que t'as été le meilleur, mais maintenant tu n'es plus le meilleur. Tu n'es plus le meilleur. Roman Reigns c'est dans la place. Et voilà, en gros, voilà, il lui dit qu'il va perdre également à Crown Jewel. C'est un spoiler, et là-dessus, Solo Sikoa débarque, attrape John Cena et réussit à lui passer un Samoan Spike dont le champ ne se relève pas. Hein, il étouffe de douleur. Ça promet quand même un gros obstacle pour John Cena à Crown Jewel. Hein.
Ouais. Bah, Eman rajoute un petit truc en plus, une petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que Solo va lui attaquer la gorge avec son pouce, qui pourrait faire perdre la voix à Cena, et il pourrait plus venir parler. Hein. Ah ouais, C'est c'est tout vrai ce qui ça. lui reste un petit peu, parce qu'il a plus le physique qu'il avait, il se fait vieux, donc Eman lui dit ouais, tu pourrais devenir comme moi, un mec qui parle, quoi. Mm. Une mouthpiece à la WWE. Mais peut-être que Solo va lui entamer les cordes vocales de telle manière qu'il finirait comme John Laurinaitis, quoi. Donc voilà, bah, ça rajoute un petit truc. C'était un petit peu long quand même, j'ai trouvé, moi, cette séquence. Ouais. Mais bon, on a John Cena qui est là. Profitons-en un petit peu. Eman fait le taf. Voilà, bah, on est curieux de voir ce match de toute façon avec Solo. On sait bien que Cena va pas nous sortir un match foufou, quoi. Donc c'est bien d'essayer de rajouter des enjeux, quoi. Ouais, il y a quand même un petit suspense, moi je trouve, hein. C'est vraiment, ça va être un choix de la WWE. Soit on sacralise un petit peu John Cena encore une fois et on lui redonne une victoire en live event qu'il n'a plus depuis très longtemps. Soit peut-être que ça y est, il est un petit peu en bout de run, là, ça fait quelques semaines qu'il est là, il a envie de reprendre le large et au contraire, on consacre Solo Sikoa en lui donnant une grosse victoire. Mm. Dans tous les cas, bah voilà, je pense que pour un jeune homme comme Solo Sikoa et avec la carrière qu'a eu John Cena ces dernières années où il a Ouais. été beaucoup absent, il s'attendait peut-être pas à se voir offrir cette affiche, donc ça doit être un rêve de gamin pour Solo Sikoa et Ouais. on lui souhaite du plaisir. Après, c'est un match de gala, comme tu dis, il y a pas d'enjeu spécialement. Mm. Donc là, il brode un peu depuis que l'affiche est prévue. Ouais. Il nous... Mais c'est vrai qu'en plus, on sait que Cena, ça le dérange pas trop de perdre, et puis il aime bien faire des séquences où il est complètement défait, comme ça. Tu sais, on se souvient de séquences où il jetait ses bracelets sur le ring avant de partir. Il nous a fait le coup plusieurs fois, comme ça, des grosses défaites comme ça, qui l'entament vraiment. Mm. On peut imaginer une séquence comme ça à Crown Jewel, comme on peut imaginer un John Cena enfin triomphant après une série de défaites. Pour Solo, qui perd ou qui gagne, de toute façon, l'intérêt, c'est d'avoir un match contre Cena, quoi. Ça, c'est pas donné à grand monde maintenant. Donc, C'est ça. à C'est ça. voir. C'est déjà un exploit et c'est déjà une très belle preuve de confiance. Très belle preuve de confiance que n'auront peut-être jamais les deux protagonistes suivants. Ah oui, Euh, c'est chaud pour eux. il faut trouver des transitions. Dragon Lee et Cedric Alexander s'affrontent. Là non plus, je t'avoue, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, à part que c'est Dragon Lee qui a gagné. Cedric Alexander qui essaye de se présenter sous un nouveau jour, visiblement. Ouais. Bon, ce sera pas pour ce soir. Quel espoir peut-on avoir en ces deux jeunes hommes, toi, Ringside? Qu'est-ce que tu en dis? Ah, c'est délicat. Cédric Alexander, franchement, pas beaucoup d'espoir. Là, on voit qu'ils lui ont fait une petite vignette avant de démarrer pour nous rappeler qui il était. Il y avait une petite séquence aussi d'interview où il vient se présenter face à Dragon Lee en rappelant son palmarès. Donc c'est pas, il a quand même été champion tag team, il a quand même été champion cruiserweight, Cédric Alexander, et puis il nous rappelle que c'est le public qui avait demandé à ce qu'on le signe. Le public chantait please sign Cédric, mais c'était le public d'NXT, quoi, du cruiserweight, donc ça compte pas vraiment pour un vrai public. Voilà, bah après un joli petit match, Dragon Lee, c'est un excellent catcheur, hein. Moi j'ai beaucoup vu ses matchs au Japon. Grosse rivalité contre le King Time Bomb, Hiromu Takahashi, qui s'était prolongé du Mexique jusqu'au Japon, des matchs vraiment très spectaculaires, très rapides, très violents, avec des gros bumps. Ça a même été trop loin parce qu'on a un des deux, son adversaire a fini blessé, il a plus jamais été le même après cette rivalité. Donc c'est un mec qui est capable de sortir des très gros matchs. Maintenant, est-ce qu'il y a de la place pour un luchador masqué alors que Rey Mysterio est encore là? Je ne sais pas. Moi, j'ai peur qu'il fasse une carrière à la Sin Cara quand même. Il n'y a pas beaucoup de personnalités qui se dégagent du garçon, malheureusement. On peut avoir comment dire, la technique, le talent dans le ring autant qu'on veut. S'il n'y a pas de personnalité qui se dégage, ça peut être difficile. Je note juste qu'il a repris le finisher de Naito, le Destino, ce bon vieux
ce bon vieux Dragon Lee. Voilà, bon, ça serait un peu trop long pour vous expliquer tout ça, mais voilà, c'était un joli petit match. Maintenant, effectivement, Alexander, on n'y croit plus trop. Dragon Lee, il y a du travail pour qu'il soit vraiment pertinent au niveau du roster, donc ça c'est de la bas de carte, quoi. Pour le moment, ça reste du milieu de show. On verra bien. On leur souhaite le meilleur, évidemment. Oui, mais puis c'est un joli match. C'est bien d'avoir du bon catch quand même dans les émissions. Bah, bien sûr. Même si on s'en souvient plus après. Ça sur fait le partie moment, du jeu quand même. Hein. ouais. Faut quand même que tu aies des bons petits matchs. C'est ça. Exactement. Des bons matchs, des bonnes promos aussi. Alors, est-ce qu'on a une c'est pas toujours le cas, ouais. C'est pas toujours le cas. Bianca Belair est de retour. Aïe. Quand même, hein, Ouais, c'est ouais. quand même. Voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Une star. Hein. Une grosse star, Bianca Belair. Bon, pas grand chose de passionnant en vrai. Voilà, elle est de retour. Elle s'était fait attaquer donc par Damage Control. Du coup, elle nous annonce 2 matchs. Yoskai, pardon. Tiens, je suis encore vieux. Elle affronte Yoskai à Crown Jewel. Donc, un match pour le titre. Hein. Et avant ça, au prochain SmackDown, donc au Go Home Show, elle affronte Bayley. Et voilà, elle s'est battue pour revenir, donc elle veut battre tout le monde. On reprend une Bianca Belair un peu comme on l'a laissé. Hein. Ouais, voilà, pas beaucoup d'évolution. Elle est motivée, elle va essayer de gagner. Moi, je pense que le train de la hype est un peu passé pour Belair. Va falloir qu'elle se renouvelle un petit peu. Je pense qu'un heel turn, ça lui ferait pas de mal, même s'il y a beaucoup de heels dans la division féminine. Dès qu'il n'y a pas damage control, moi, ça m'intéresse plus trop, la division féminine. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura un autre segment avec damage control la semaine prochaine pour relancer la hype un petit peu sur le match. Le match, il sera sûrement super bon hein, entre Io et Bianca Belair. Par contre, elle est toujours super léger au micro, quoi, Belair. Donc, voilà, sur une semaine comme ça, c'est un peu délicat. On s'est un peu ennuyé, quoi, comme pendant son segment, quoi. On va pas se mentir. Ouais, c'est compliqué, je trouve, les filles à SmackDown. Faire un mois de parenthèse, ça, quand on revient, là, je trouve que c'est vraiment une division là, qui tourne en rond. Et on a casé un petit peu Charlotte, on refait Bianca Belair, Yoskai, en fait, elle a l'air. Pourtant, c'est plutôt, on va dire, un second couteau par rapport à Charlotte ou Bianca Belair, mais elle paraît un peu intouchable parce qu'on voit pas trop quel intérêt on aurait à refiler les ceintures toujours au même. Ça manque un peu de fraîcheur. Hein. Le truc, c'est qu'on attend la scission dans le damage control et l'affrontement Bayley-Io. Le reste autour, c'est anecdotique finalement. Alors, ils ont les plus gros noms à SmackDown de la division féminine, mais au final, ce qu'on attend, c'est de voir Bayley contre Io. Donc, tant que ce sera pas le cas, ce sera des rivalités pour passer le temps, quoi. Et malheureusement, Charlotte qui s'implique pas trop, Belair qui est pas fantastique dans les segments, etc. Du coup, c'est un peu mou, surtout que des fois, ils font des matchs qui sont un peu avec des retournements de situation qui sont un peu mal foutus. Donc, voilà, ça patine un petit peu, quoi. Clairement, ça patine un petit peu. Maintenant, voilà, on attend la suite, quoi. On attend la suite avec quand même donc. Elles vont sûrement faire un super match, hein. Un match, le triple frite là au dernier, c'était super cool, quoi. Donc, elle rattrape tout avec les matchs dans les PLE. C'est ça. Il faut les regarder catcher, mais les écouter pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Tout ça là nous conduit au main event de ce SmackDown. Allez, on va quasiment tourner la page du premier show de ce super catch-up. Jimmy Uso contre LA Knight. Donc un affrontement de bonhomme là pour quand même planter les premières graines du match à Crown Jewel. Un match où les deux s'en laissent pas compter évidemment. Jimmy Uso qui notamment effectue un gros splash de la troisième corde sur LA Knight, mais LA Knight casse le tombé. Il veut repartir sur un deuxième Jimmy Uso, mais LA Knight monte à toute vitesse et lui fait une superplex. C'était un bel enchaînement magnifique, suivi de son finisher, là, le BFT. Donc LA Knight l'emporte à la loyale. Pas d'intervention pendant le match, mais Roman Reigns débarque une fois la cloche sonnée, une fois la musique d'LA Knight gagnée. Il veut attaquer un peu en trade pour faire un spear, mais LA Knight l'évite et lui place à lui aussi son finisher. Donc quand même là on a la méga star surclasse la Bloodline en 2 temps 3 mouvements, en 2 coups de cuillère à peau. On a quand même alors, probablement dirions-nous ce fameux terme de booking inversé, mais en tout cas on nous le place LA Knight, hein. Il se fait pas marcher dessus et
et il montre qu'en fait, à l'énergie presque, j'ai envie de dire, plus qu'au talent, à la vitesse d'exécution, à la réactivité, il peut facilement, grâce à un finisher qui est assez visuel, je trouve, et assez rapidement exécuté, il pourrait faire basculer un match et pourquoi pas créer le frisson de la surprise. Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'on voit que ça a changé un petit peu depuis que Triple H est aux commandes, c'est-à-dire qu'on a des babyface qui finissent les émissions en étant un peu victorieux. Je pense qu'à l'époque de Vince McMahon, il aurait fini par se faire péter la gueule quand même LA Knight, et on aurait terminé encore sur la Bloodline triomphante et LA Knight à terre. Ah, il reste un Go-Home Show encore pour SmackDown. Ouais, il reste un go-home show. C'est pas impossible qu'il se prenne une petite rousse la semaine prochaine. Mais je sais même pas si on aurait eu, tu vois, un segment comme ça où le mec sort victorieux. Mais maintenant, ça pop tellement sur les babyface, ce qui n'était pas le cas à l'époque, que tu peux les faire gagner, bah, tu auras une grosse réaction du public, quoi. Et là, c'est le cas avec LA Knight, bah, qui se présente comme un vrai danger, qui arrive à se dépêtrer de toute la Bloodline. Donc, il part gagnant, là, hein, si on prend sur le papier. Il a le momentum avec lui, donc elle est vraiment bien construite, cette rivalité. Moi, je trouve que ça fonctionne, ça porte vraiment LA Knight très très haut. Donc, c'est totalement réussi. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire au Go-Home Show, s'ils font quelque chose. Et puis surtout, je suis curieux de savoir comment ils vont terminer le match à Crown Jewel. Parce que malgré tout, je le vois quand même pas remporter le titre. Mais alors, il faudrait qu'il y ait un retournement scénaristique pour le faire perdre, qui soit quand même un peu original, quoi. Sinon, ce sera un petit peu avoir gaspillé une rivalité qui est vraiment très très bien construite, moi, je trouve. Ouais, la feud est vraiment chouette, je trouve aussi. Le match, je suis vraiment curieux. Je suis très curieux. Ouais, j'ai fait pas de pronostic et tout, mais est-ce qu'on va avoir un match classique de Roman Reigns, assez lent, avec beaucoup de tension et de psychologie, ou est-ce qu'on va plutôt essayer de changer un peu le rythme avec un LA Knight qui est plutôt vitaminé? Ça va être une surprise. On va voir Ouais, ça. faut pas que Roman Reigns s'essuie les pieds dessus, tu vois. Faut pas qu'il domine tout le match. Moi, je préférerais quand même voir Ouais. un LA Knight bien costaud qui perd sur une grosse tricherie, tu vois, une grosse intervention peut-être de quelqu'un qu'on n'attend pas. Mais là, c'est un peu la rivalité qui va finir de placer LA Knight dans le main event de manière définitive. Donc, il faut pas se louper sur match, quoi. Même si, visiblement, sa popularité, elle est indéboulonnable à LA Knight pour l'instant. Elle est balèze, elle est costaud. Allez, avant de passer au Monday Night Raw, est-ce que tu as quand même un top, un flop et une note pour ce SmackDown? On fait un petit mot intermédiaire quand même. Oui, voilà, on fait. un petit vite fait rapide. On va donner le flop à la division féminine. On va pas, parce que pour le reste, tout était vraiment sympa. Il y avait des jolis matchs, des belles, des beaux segments. Je vais donner mon top d'ailleurs au segment avec Kevin Owens. Même si j'aurais pu le donner à LA Knight, hein, ça aurait été possible aussi. Mais j'ai vraiment bien aimé le petit segment là avec Kevin Owens. Comment occuper une personne quand on n'a rien à lui donner à faire. C'est pas mal. Et puis ça laisse des pistes pour la suite. Hein, qui c'est qui va affronter. Là, il a plein de rivalités potentielles. Et puis je vais mettre un bon 4 au show, hein, parce que moi je me suis pas ennuyé une seconde. Je suis hypé pour la suite. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne qualité à SmackDown en ce moment. Donc on touche du bois pour que ça continue comme ça. C'est vraiment très 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 cool là en ce moment la WWE. Bah écoute, moi je suis assez hypé aussi. Hein, ces situations me plaisent bien. Donc moi je vais mettre le flop à Carlito et à Santos ouais, on a envie de leur donner aussi un peu. Qui ont pas été bien malins. Et le top, ouais, je vais le mettre à la signature, hein, qui était quand même chouette. La signature de contrat était bien énergique. En plus, il y a ce nouveau general manager qui essaye de mettre sa patte. Donc c'était vraiment chouette. Et je vais mettre un 4 aussi. Allez, soyons comme ça, la moyenne sera facile à calculer. Voilà, on est à combien alors? 4 et 4 ça fait 4, ouais. Ça fait 8. Ouais, Nick Aldis, c'est super cool hein, en general manager. Pour le moment, il tient bien. On enchaîne, cher public, peuple de catch-up, on passe au Monday Night Raw du 30 octobre. Nous étions à Greenville, en South Carolina. Alors, est-ce que tu veux nous parler de la Caroline du Sud, Ringside? Non, je préfère pas en parler. J'ai passé quelques années quand j'étais étudiant. Ah ouais. C'est vraiment, les gens sont vraiment pas sympas. La bouffe est mauvaise, beaucoup d'arnaques. Voilà, donc je déconseille un petit peu ce coin-là. Bah, je préfère pas en parler. Ouais, désolé. Alors, ouvrons vite le show. Et ben, si à SmackDown c'est la Bloodline, à Raw c'est le Judgment Day.
On est quand même assez bien placé là dans les factions. Un Judgment Day à comité réduit. Nous avons juste, mais c'est déjà beaucoup, Rhea Ripley, JD McDonough et Dominic Mysterio. Alors, JD, il a l'air d'être plus ou moins officialisé. Rhea Ripley, c'est la patronne. Elle nous explique voilà, que le Judgment Day run the show. Que ce soir, bon, on a pas mal de matchs qui sont prévus, hein, notamment JD, il affronte Seth Rollins. Bon, elle nous dit que, voilà, que tout le monde va gagner chez le Judgment Day, en gros. Et elle parle un peu aussi de l'affrontement pour le titre de la WWE, enfin le titre poids lourd, entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Elle nous dit bah voilà qu'il y en a peut-être un des deux qui sera aidé par le Judgment Day, mais il faut qu'ils prennent une bonne décision. Lequel prendra la bonne décision? Alors, ils seront bien emmerdés si tous les deux ils demandent l'aide du Judgment Day, je sais pas comment ils vont faire. Mais et puis bah elle glisse au passage quand même qu'elle est là, une très grosse affiche puisqu'elle va affronter 4 autres meufs, mais que ça sera le moyen de prouver qu'elle est la plus dominante, hein, que ça sera sans discuter. Donc le Judgment Day se pose là et Rhea Ripley notamment, et sont interrompus par l'un des rivaux du Judgment Day depuis le début, c'est Sami Zayn qui débarque. Sami Zayn, il est habité, hein, il a un feu sacré en lui, là il nous dit qu'il en a marre de voir qu'il a passé toute sa vie à se battre contre des gens qui ne pensent qu'au pouvoir, et c'est politique, hein. Sami Zayn, là, il a fait une promo très politique en disant à partir du moment où tu vises le pouvoir, tout ce que tu fais, ça se légitime. Tu peux être un salaud, en gros, tu peux être oppresseur, mais lui Sami Zayn, il est la rébellion. Voilà, il est la résistance. Et il est prêt à affronter tout le Judgment Day et à tous les détruire tant qu'il est encore vivant, tant qu'il peut encore respirer. Il sera là, il se battra jusqu'au bout. Ce à quoi voilà, Rhea Ripley lui provoque un peu en lui disant bah, ce soir tu pourras affronter Damian Priest. Et Dominic Mysterio a l'air d'avoir envie d'en découdre directement contre Sami Zayn, mais on a un de nos petits chouchous qui débarque, Ricochet, qui vient aider aussi Sami Zayn. Donc il y a un duel, enfin il y a un face-à-face qui se fait, mais les méchants préfèrent laisser la place. Ils s'éloignent, alors pas très loin, puisque justement Ricochet est venu pas pour rien, hein, il a un match, il va affronter Dominic Mysterio dans la foulée. Est-ce que tu veux déjà faire un premier mot sur cette introduction et puis bah, sur cette promo presque, enfin assez surprenante, j'ai trouvé, d'un Sami Zayn qui tout d'un coup va très très loin dans ce qu'il dit, je trouve. Ouais, Sami Zayn qui se réinvente du coup pour le coup là, maintenant qu'il est en solo. Hein, on sait qu'ils ont été séparés avec Kevin Owens, puisque Kevin Owens est à SmackDown maintenant. Hein, c'est les anciens champions par équipe. Donc maintenant il est tout seul et il vient nous faire cette promo très habitée. J'aime bien la réponse de Rhea Ripley qui lui dit de toute façon pour toi on n'a pas besoin d'être nombreux pour venir l'avantage du nombre ça a jamais été le problème pour te vaincre. Mais ouais, grosse promo de Sami Zayn. Alors je sais pas s'il y a une allusion un peu de mauvais goût au conflit israélo-palestinien, mais j'ai pas pensé à ça. mais ouais, c'était un peu c'était très convaincant quand même. Il est toujours hyper populaire, Sami Zayn. C'est ce qu'il faut. Encore une fois, un beau babyface face au Judgment Day qui essaye de s'imposer tout doucement, du moins je pense qu'ils essayent d'imposer comme la Bloodline de Monday Night Raw. C'était encore très, très bien exécuté. Super pour ouvrir le show. Ça enchaîne direct sur le match avec Ricochet et Dom Dom. Voilà, Ricochet, enfin un babyface qui vient aider les autres. Ça, c'est rare quand même. Ouais. Mais c'est pas forcément payant, hein, comme on le verra un peu plus tard. JD McDonald, je sais pas s'il est vraiment officialisé, parce qu'il me semble que ils annoncent plutôt Dominic Mysterio comme représentant de la Bloodline, et pas JD, mais du Judgment Day, tu veux dire. Ouais, du Judgment Day, pardon. Mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Il fait bien aussi l'homme de main, JD là. Ouais, bah, moi je les trouve convaincants tous, effectivement. Rhea Ripley extraordinaire, ouais, elle est évidemment. extraordinaire. Et là, pour le coup, donc je reprends ma situation un peu personnelle, mais un mois de parenthèse, je reprends, et en soi, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué. Genre, il y a toujours Sami Zayn, Cody Rhodes, Jey Uso contre eux. Mais ça se nourrit, en fait, ça s'enrichit. C'est-à-dire que les personnages se complexifient, prennent en profondeur. Il y a des changements légers, mais quand même importants. Voilà, Kevin Owens est parti, Sami Zayn est tout seul. On a vraiment
de manière très réussie, mais j'en reviendrai pour la conclusion, bien sûr. Ce sentiment que voilà, on crée c'est le monde du catch. Il y a des champions, il y a des titres à obtenir, il y a des alliances, il y a Drew qui a croisé Sami Zayn. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Et, et bon, là, au final, on est déjà un peu en fin de course de road, comme on disait. Hein. Les affiches, elles sont bouquées, donc on n'apprend pas grand-chose, à part que Sami Zayn va affronter Damien Priest, ce qui n'est pas en soi le scoop de l'année. Hein. Je suis pas sûr qu'on n'ait pas déjà vu plusieurs fois cette affiche, mais on avance quand même. On nourrit un peu l'histoire qu'il y a autour du Judgment Day et qui est au-delà d'une simple feud, ouais, qui est l'histoire de Raw en ce moment. Ouais. C'est ce que tu dis, les personnages sont de plus en plus complexes, plus en plus prennent de l'épaisseur. Vince McMahon disait que le catch, c'est principalement des personnages, de toute façon. Si t'as pas de bons personnages, tu peux pas faire des bonnes rivalités. Et là, on voit qu'ils ont pris le temps de créer des personnages qui sont vraiment denses, complexes, où tu peux faire pas mal de choses avec eux. Et c'est vrai que par contre, du coup, au niveau du statu quo, comme tu disais, il s'est pas passé grand-chose parce qu'effectivement, il y a eu une perte de titre de tag team du Judgment Day pendant un moment qu'ils ont récupéré dans les semaines qui ont suivi. Ça nous a occupés. Mais du coup, effectivement, par rapport à ton départ, on est un petit peu au même point. Maintenant, on va rentrer dans la course vers Survivor Series après Crown Jewel, donc il va se passer des trucs. Mais effectivement, comme ça, on prend le temps de donner de la densité au personnage et puis du coup, ça donne de la profondeur aux choses. C'est là que ça devient vraiment intéressant, quoi. Oui, Par contre, effectivement, pour Ricochet, c'est plus compliqué. Bah, Ricochet, bon, donc Ricochet, allons-y, hein, évacuons ça. Bon, un match d'une dizaine de minutes quand même. Hein, on voit que déjà Dominique Mysterio maintenant est vraiment pris comme un catcheur sérieux. Hein, il a du répondant, voilà. Il fait tomber Ricochet sur l'arête du ring. Voilà, c'est devenu un vrai catcheur. Il va même remporter le match. Alors évidemment avec une triche, hein, il fait une espèce de roll-up en appuyant son pied sur les cordes. Je suis toujours choqué du non-professionnalisme des arbitres. Il fait même pas gaffe qu'on est au bord des cordes et que peut-être le mec s'appuie dessus. Donc Dominique Mysterio gagne. Ricochet se laisse pas avoir et après la fin du match fout un super kick à JD et il vise Dominique, mais Dominique c'est ça. Steve et c'est McDonald qui prend le ouais mais voilà, il se fait interrompre un peu par Rhea Ripley et il peut pas passer à tabac tout le monde et puis voilà, il a perdu, donc pas facile pour Ricochet, effectivement. Pas simple. Et très bon selling de JD McDonald quand même. C'est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il se fait frapper, il en fait des tonnes, un peu à la manière de Ziggler, quoi. C'est un peu un nouveau Dolph Ziggler dans son style. On lui souhaite la même carrière. On lui souhaite, évidemment. Mais oui. En parlant de carrière, il y a des nouveaux ce soir. Et oui, un grand retour. C'est un retour ou c'est non, c'est des nouveaux, pardon, excuse-moi. Il y a le retour de DIY aussi. Ah là, oui. On est sur d'autres de NXT, là, une montée qu'on n'attendait pas, quoi. Incroyable ce qui se passe à la WWE. C'est les Creed Brothers qui débarquent. Donc les Creed Brothers, c'est une fameuse équipe d'NXT. Tu vas en parler, je pense que tu les connais un petit peu mieux que moi. Mais ils affrontent ce soir pour leur premier match Alpha Academy. Donc on leur donne quand même un gros morceau. En général, quand on commence à la WWE, si on n'est pas trop mauvais, on commence sur une bonne lancée. Et effectivement, ils vont pas éviter cette tendance. Les Creed Brothers gagnent le match. Mais un affrontement bien costaud, hein, parce que là on a des gens qui savent catcher, en tout cas les Creed Brothers on les découvre, mais en face évidemment on a Otis qui fait parler la poudre, on a Gable qui est toujours au top, Akira Tozawa qui essaye d'intervenir, parce qu'il y a des filles aussi, il y a Maxine Dupree, mais il y a une jeune femme dont je découvre le nom en même temps sur internet, hein, je suis sincère, qui s'appelle Ivy Nile, c'est ça? Voilà, exactement. Et qui fait une German suplex à Akira Tozawa, le pauvre, et ça c'est Gable, c'est un bon coach, Gable. Voilà, il vient voir ce qui se passe à Tozawa et puis il se fait éjecter à l'extérieur du ring. Et donc, c'est quand même Otis qui subit la finisher, donc une prise, une espèce de bombe un peu sur la troisième corde. Et c'est la victoire donc des Creed Brothers. Après le match, il y a serrage de main collectif. Hein, c'est tout le monde est content. Validation. Voilà, donc on est dans le domaine du catch après ce match d'à peu près 11 minutes. Voilà, Ringside, qui sont les Creed Brothers? Qu'as-tu pensé de ce match et que peut-on envisager pour eux? Sky is the limit pour les Creed Brothers. Il faut qu'ils se trouvent une personnalité. C'est un peu une page blanche là, hein, pour qui débarque dans le main roster.
C'est ça qui est plutôt intéressant parce qu'ils ont quoi? Ils ont un gimmick de shoot wrestler, quoi, de lutteur universitaire. Le match a quand même été sacrément impressionnant. Ils ont pas mal de possibilités dans le ring. Ils font des trucs sacrément impressionnants là, la descente en boulet de canon de Brutus, l'échange d'adversaires quand ils font une souplesse là en gardant la personne en chandelle, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, et c'était des champions donc à NXT, mais NXT 2.0, donc il y a pas grand monde que ça intéressait, quoi. Donc ils débarquent vraiment avec du talent entre les cordes, une gimmick posée. Maintenant, il va falloir qu'on travaille à partir de là, quoi. Il y a rien de plus que ça. Donc il démarre sur une belle victoire contre l'Alpha Academy. Je soupçonne Otis quand même de pas être très chaud pour vendre pour les nouveaux. Il a un peu pris le contrôle du match à un moment donné. Il a brillé peut-être un peu plus que les nouveaux sur une bonne partie du match. Mais bon, il accorde la victoire quand même. C'est lui qui prend le pin. Voilà, en tout cas, c'est une victoire pour les nouveaux qui débarquent. Julius et son frère Brutus, qu'on dit pudiquement différents. Voilà, ils ont beaucoup de possibilités. Et voilà, il faudra voir. Je dis, c'est une page blanche, donc on démarre là-dessus. Ivy Nile, pardon, que la fille, je sais pas, je saurais pas trop te dire dessus. Je découvre aussi un peu en même temps que vous. Ouais. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que NXT 2.0 joue plus son rôle de territoire de développement, dans le sens où effectivement on les connaît pas. Hein. On nous a montré quelques clips. Ils ont l'air brutasses. Mais c'est pas l'arrivée de Gargano ou de l'Undisputed Era qui n'est jamais venu. Enfin, voilà, on n'a pas une attente énorme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est surprenant de les voir monter déjà? Est-ce qu'ils ont fait le tour à NXT? Parce que là, le roster a l'air quand même bien rempli, mais ils apportent un peu de fraîcheur. Mais il y a... ce qu'il faudrait, c'est déjà qu'il y ait une ceinture tag team qui soit disponible. Il y en a pas, pour aller quelque part, parce que là, ça fait une équipe de plus. On sait pas trop où ils vont aller, mais en même temps il y a du temps, ils viennent de débarquer, tu en as pour 5 ans avant que ça devienne des stars à peu près. Ils avaient plus grand chose à faire de plus à NXT, à moins de séparer l'équipe, parce qu'ils ont déjà été champions. C'était depuis l'arrivée de 2.0, c'était eux les champions, quoi, quasiment. Donc tu peux pas faire grand chose de plus. Donc voilà, quoi. Il faut bien qu'ils montent à un moment donné. C'était ça où on les renvoyait. Et puis vu le talent qu'ils ont, et vu le physique qu'ils ont, ils sont bien proportionnés pour le main roster, quoi. C'est des gens comme ça qu'il faut, donc. Donc je dis, voilà, moi mon point c'est que c'est une page blanche, il y a tout à faire avec, donc tu pourras en faire ce que tu veux là. Pour l'instant, c'est des catcheurs universitaires. On sait que ça va pas aller loin tout de suite, quoi, mais surtout qu'il y a pas de ceinture à gagner. Mais on sait qu'ils peuvent sortir de gros matchs, quoi. Donc après, il faut juste créer des bonnes histoires et puis approfondir les personnages, quoi. C'est ça, ils ont du temps. On va leur souhaiter de la réussite. En tout cas, ils avaient des bons adversaires ce soir, c'était un beau choix d'affiche. Ouais, exactement. On commence à avoir des bonnes tag teams, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ceinture en jeu, quoi, parce qu'il y aurait de quoi faire, quoi. C'est déjà une belle marque de fabrique d'avoir commencé par ça. Bon, ils vont peut-être traverser une phase où ils vont détruire 2-3 crevettes locales, hein. C'est fort possible. Mais il y a le New Day qui est là pour. Ouais, c'est vrai. Tiens, le New Day d'ailleurs, excellente transition. Allez hop. Voilà, le New Day nous met dans l'ambiance d'Halloween. Ils ont un super déguisement. Ils se sont déguisés en le New Judgment Day. Donc ils se sont mis en style un peu gothique là, façon Damian Priest. D'ailleurs, ils croisent Finn Balor et Damian Priest, qui font un peu la gueule, hein, surtout Damian Priest quand le reste de Judgment Day arrive. Priest il dit pourquoi on n'était pas là nous pour vous aider tout à l'heure. Et puis il comprend pas trop. Bah ouais, il dit pourquoi Rhea Ripley c'est toi qui commande, pourquoi c'est toi qui boucle les matchs, qui me fout un match contre Sami Zayn. Il fait la gueule, il fait un peu la gueule. Ouais, il est bougon. Alors Finn Balor, qui est redevenu son pote, il essaye un peu de tempérer le truc, de dire ça va bien se passer. Et puis Rhea Ripley lui joue le coup de violon, elle lui dit mais je t'ai mis dans ce match parce que t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le punishment, voilà, t'es l'exécuteur. Donc bon, il est un peu plus souriant, mais on sent quand même que ça l'a pas convaincu, hein. Damian Priest, je pense il se sent peut-être pousser des ailes individuellement, hein. Peut-être ça va venir, hein. C'est un futur champion. Hein. Ouais. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué. Je sais plus si c'est à ce moment-là qu'il le dit, mais il sous-entend grandement qu'il peut cacher soit contre Drew, soit contre Seth, soit contre Roman Reigns, hein, soit contre LA Knight même. Ouais.
Donc, Ah ouais, il a déjà tout prévu. Hein. ouais, On se demande comment il avait fait pour pas cacher encore jusqu'ici, tellement il est machiavélique. No one is safe, comme on dit. Mm. Nous allons ensuite passer directement à un segment Miz TV. Un grand Miz TV ce soir, puisque le Miz, qui a appris, donc comme nous tous, l'arrivée d'un show en Allemagne l'an prochain, un Premium Live Event, un Bash in Berlin, ouais, énorme. Peut-être qu'il y aura des membres de Ketchup qui seront sur place, qui seront envoyés à Berlin, où t'as pas fait quelques années d'études d'ailleurs là-bas? Si, Berlin, très belle ville. Ouais. Alors, c'est un peu la capitale culturelle de l'Europe et j'avoue que je me suis bien amusé pendant mes quelques années d'études là-bas. Ouais. Ah, j'imagine. Tu pourrais revivre tout ça peut-être avec le Oui. Miz, qui y sera sûrement. Bah, j'espère. Ouais. Et le Miz qui s'est dit, bah allez, un show à Berlin, on va inviter des Allemands. Donc il invite Gunther, le champion intercontinental. Qui est autrichien, hein, quand même. Il ne faut pas tout mélanger. À certaines époques, des fois, Ouais. c'est pareil. Mais il vient pas, Gunther, peut-être vexé justement pour ça, qu'on confonde l'Autriche et tout ça. Et du coup, c'est Kaiser et Vinci qui débarquent en disant que le Miz, c'est vraiment un problème à la WWE pour eux, hein, que pour eux, le ring est sacré, on le sait, et que le Miz, c'est vraiment tout ce qu'ils détestent. C'est un showman, c'est un comédien, c'est un clown même. Et le Miz, il dit ça, on m'en a fait pas mal, on m'a qualifié de beaucoup de choses, mais au moins, j'ai jamais été le sidekick de personne. Et il vise clairement les deux qui sont là, et il en profite pour ajouter une couche sur Vinci. Il dit, toi, t'es vraiment la troisième roue du carrosse, enfin, la cinquième roue. Et Giovanni Vinci lui répond plutôt bien en disant, toi, t'étais pas un peu le sidekick de Maryse dans Total Divin? Bim. En même temps, le Miz répond évidemment que n'importe qui rêverait d'être le sidekick de Maryse, et il a raison, évidemment. Oui, il marque un point. Voilà, mais surtout, il en rigole. Il dit à Vinci, vous avez vu, il parle, il sait parler, il fait même un round of applause par le public. Donc le public applaudit Giovanni Vinci qui parle. C'est un peu tendu entre les méchants, parce que Vinci dit, moi je parle quand je veux, ce à quoi Ludwig Kaiser lui dit, non, tu parles quand nous on te dit, hein. Et là, c'est un peu le bordel, donc Gunther débarque. Il est temps de remettre les choses en ordre un petit peu. Ouais, ça prend une autre carrure. Un Gunther débarque, il prend le micro et il explique au Miz, il dit, je comprends pas déjà pourquoi tu fais encore un talk show en 2023, pourquoi on te laisse encore faire. Et il lui dit qu'il a aucun respect pour lui, voilà, il ne respecte pas le Miz, il lui dit que c'est un clown lui aussi, effectivement, et que ce qui compte en fait, c'est d'être sérieux une fois que la cloche retentit, c'est d'être sérieux entre les cordes. C'est ça qui est important dans cette discipline, qu'il faut pas être là divertissant, à faire des conneries, à juste être un animateur de talk show. Voilà, c'est ça qu'il lui dit. Toi, t'es un présentateur télé en gros, et moi je suis le règne historique de champion intercontinental. Alors ça, le Miz, ça te touche un point, là il se calme un petit peu, il fait son acteur studio et il dit, écoute-moi, je sais être sérieux, j'ai été sérieux, j'ai caché sur Randy Orton, j'ai été champion de la WWE, j'ai battu John Cena à WrestleMania, j'ai re-été champion 10 ans plus tard, c'est moi qui ai rendu ce titre prestigieux pendant des années. Donc il lui dit en gros, si tu veux qu'on redevienne sérieux, c'est quand tu veux, où tu veux. Clairement, voilà, le Miz appelle un challenge, hein, il est prêt à défier Gunther pour ce titre intercontinental qui est si important à ses yeux. Pendant ce temps, Ludwig Kaiser manque de respect au plateau du Miz, qui avait fait venir des jolies citrouilles avec des logos Miz TV dessus, puisque c'est Halloween. Donc il détruit les citrouilles. Il casse les citrouilles, quoi. J'ai pas été scandalisé, mais bon, c'est comme ça. Le Miz se défend, il leur envoie des patates dans la gueule et tout ça, il arrive à l'éviter, mais bon, il se fait défoncer par Gunther. Il se fait un peu défoncer par Gunther quand même, alors il bat en retraite le Miz. Et en battant en retraite, il croise DIY. Donc Gargano et Ciampa qui ont leur match contre Kaiser et Vinci. Donc voilà, là encore, un peu comme le segment d'ouverture, on enchaîne des gros segments sur des matchs et ça croise des rivalités. En tout cas, le Miz, il est chaud. Ouais. Avant de décrire le match qui vient, juste pour avancer un peu pour avancer pendant un peu dans les storylines, le Miz, il demande clairement ensuite un match à notre ami Adam Pearce. Mais il y a beaucoup de monde qui en demande. Il y a notamment Bronson Reed. Et puis, Ivar. Ivar, les Viking Riders. Donc, tout ce monde-là va sûrement se mettre sur la gueule. Je crois même que ça a été validé. Ouais, c'est validé la semaine prochaine, je crois. Un Fatal 4-Way. Fatal 4-Way, ouais. Avec les 4, le gagnant gagne un title shot. Je pense que ce sera pour le Miz, du coup. Fort probable. Le Miz Babyface, du coup.
C'est ça. Un petit face turn comme ça en un Miz TV. Bon, c'est pas sa plus grande qualité d'être babyface au Miz. Maintenant, voilà, choix surprenant, je trouve, pour aller chercher Gunther. Mais plutôt intéressant du coup, hein. Une affiche Gunther Miz, moi je prends. La promo était plutôt pas mal. Alors ouais, c'était un petit peu acteur studio quand même du Miz, qui nous a ressorti un petit peu son CV là, comme il le fait de temps en temps. C'est toujours plus délicat pour lui quand il joue le babyface, quoi. Mais le public est quand même derrière lui. C'est sympa pour faire sortir Gunther un peu de sa zone de sécurité là. Donc on est curieux de voir ça. Puis ça continue autour des deux collègues là, Vinci et Kaiser. Ça s'embrouille. On va voir que ça s'envenime d'ailleurs après avec le retour de DIY. Alors moi j'étais surpris parce qu'ils ont jamais été DIY dans le main roster, hein. Oui, non. Donc je pense que les gens, quand on leur dit c'est le retour de quelque chose, il faut qu'ils aient connu la première partie. Je pense à tous ces petits enfants qui doivent pas comprendre. Et c'est le retour de DIY, tu vois, qui suivent depuis quelques années. Ils se disent on les connaît pas. C'est toujours perturbant ça quand t'es jeune. Mais voilà, écoute, on est parti sur une nouvelle rivalité pour le titre intercontinental avec le Miz et Gunther. Moi, je suis assez chaud, hein. Le Miz, il a toute légitimité, comme il l'a dit, sur son palmarès. J'ai trouvé que la foule avait vachement bien mordu à son côté face un peu provocateur, parce que dans le Miz TV, il est hyper à l'aise. Après, c'est sûr, effectivement, il faut voir dans le ring comment il se battra face à Gunther. Il aura peut-être pas l'aura qu'ont eu certains de ses derniers affrontements. Ouais, il y a une différence de style, ça peut être pas mal. Ouais. Hein. Moi, je suis curieux de voir. Je suis curieux aussi. Ça va être sûr. En tout cas, effectivement, c'est surprenant. On n'aurait pas mis le Miz sur la liste de nos. Ouais, carrément pas. Ouais. De nos favoris. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Tout me paraît assez crédible et assez bien choisi là-dedans. Je sais pas trop. Effectivement, ça fait des semaines et des semaines, voire plus que ça, quasiment depuis le début dans le main roster. J'ai l'impression pour Imperium qu'il y a un peu cette tension de Vinci qui est mis de côté et puis de Kaiser. C'est un peu long, ça. Ouais. On sait pas trop. Moi, je préférais qu'ils s'entendent bien, en fait. J'ai un peu de mal. Ouais, moi aussi. C'est marrant. C'est pareil. Ouais. J'ai pas envie de voir de dissension dans le groupe. C'est ça. Et puis, on va enchaîner sur le match, effectivement, qu'il y a eu entre le DIY et Kaiser et Vinci. Donc, un match de 11 minutes. Là, nos 3 premiers matchs de la soirée, ils font tous la même durée, à quelques secondes près. Avec un DIY, tu dis que le public n'est pas forcément identifié, mais qui a quand même été pas mal scandé. Hein. J'ai trouvé, on a eu des chants DIY. Ouais, ça a quand même fonctionné au final. Il y a tout qui fonctionne en ce moment. Ouais. Et les nouveaux ont gagné, évidemment, avec leur finisher, là, leur meet in the middle sur Giovanni Vinci. Donc, un DIY retrouvé, un DIY qui reprend en force, un Miz qui est dans les parages. On va sûrement aller aussi vers des 3 contre 3, là, je pense. Mais en tout cas, notre champion intercontinental, il est bien occupé. Hein. Ouais. Champion intercontinental bien occupé. Et puis encore une nouvelle tag team qui s'ajoute au roster, sachant que quand même Imperium, c'est qualité supérieure, quoi. DIY, ça fonctionne toujours. Moi, je suis content de les revoir en équipe parce que c'est ce qu'il fallait faire pour les deux, hein, sinon ils allaient nulle part, hein, que ce soit Ciampa ou Gargano. C'est ce qu'il faut dans le main roster. Voilà, comme ça, on peut apprécier les deux bonhommes. Ils vont faire des gros matchs. Ça va être je pense que ça va être toutes les semaines. On va avoir notre match de DIY. Histoire d'avoir du gros catch dans Monday Night Raw, jusqu'à ce qu'il y ait enfin une ceinture de disponible. Et puis voilà, comme tu dis, on lâche pas avec Gunther, qui a battu le record, hein, de longévité du titre intercontinental. Donc voilà, c'est un run historique. On est en plein dedans, quoi. Ouais, j'étais en train de chercher le Miz, il a des records à aller chercher aussi au niveau du titre intercontinental. S'il gagne, il bat, je crois, où il rattrape le record de Jericho. De Jericho, il doit égaliser. Je suis en direct là sur ma source principale qui s'appelle Wikipédia, c'est un petit site. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est ça, effectivement. Chris Jericho 9 règnes et le Miz 8 règnes. Ouais. Ce serait encore un record à son actif. Sachant qu'il éclate en termes de jours combinés, hein, puisque Chris Jericho est à 319 jours et le Miz à 597 jours. Quand même. Ouais, de toute façon, ça peut. Bon, on a honnêtement peu de chance là aussi d'imaginer le Miz battre Gunther. Ça serait vraiment assez anachronique, je trouve. Mais il faudrait bien que quelqu'un batte Gunther quand même à un moment donné. Il faudra bien que quelqu'un batte Gunther
Et, Il a déjà éliminé pas mal de gros noms. Hein. Je veux dire, il a battu ouais. McIntyre, Sheamus. Ouais, complètement. Et je vois pas en ce moment, je vois pas qui. Alors dans le temps, on parlait d'un Lesnar Gunther, donc pourquoi pas un retour de Lesnar. Mais sinon, bah, n'importe qui là quoi. Ou alors on va être sur un règne comme Roman Reigns quoi. Mais Moi, je pense qu'on peut aller encore on peut encore bien ajouter là. ouais. Mais Est-ce qu'il viendra en champion à Berlin? ah, ça serait beau ça. Mm. Mais, en tout cas, moi, j'aimerais bien quand même que d'ici sa fin de carrière, au Miz, il nous rajoute une petite ligne, hein, qu'il Ouais, arrive à ça serait 9. pas mal Ouais. aussi. Voilà. Donc moi, victoire de Miz, ça me dérangerait pas. Mhm. Conservation de Gunther, ça dérange pas non plus. Donc, Voilà. quoi qu'il arrive, on est gagnant sur cette sur cette Ouais. rivalité. Ouais, ouais. Gargano et Ciampa, donc eux, ils sont repartis comme en l'an 40. Par Ouais. contre, c'est plus difficile pour Madame Gargano. Hein. Ah Madame, oui. ouais, Ah oui, mais on Madame, peut pas tous. ouais. Voilà. Donc Candice LeRae avait un match contre Xia Ali, qui elle aussi se réveille, hein, redevient un gros danger. Mm. Et puis bah, à tel point qu'en fait, sur un move, j'ai pas trop compris sur quel move, Bah, coup de mais pied retourné. ouais, bah, Candice, elle est complètement KO. Hein. L'arbitre est obligé d'arrêter le match au bout de 2 minutes. Ouais. Donc là, on a eu Bah, tant mieux. Hein. C'est horrible. Parce que c'était Bon, quand c'est même un bien peu de la triste merde. quand même. Hein. Ouais, bah oui, bah écoute, c'est comme ça. On essaye de pusher encore une dernière fois Xayali, je pense. Alors c'est un peu chier de prendre comme gimmick celle qui envoie les gens à l'hosto parce que elle l'a déjà fait réellement en fait. Je sais plus c'était qui. Je crois Mercedes Martinez à qui elle avait cassé la mâchoire pendant un match là. Parce que pour toi, là, ce qui s'est passé, c'est du. Il n'y a pas eu une vraie. C'est du work, là? Moi, j'ai Oui, l'impression. oui, c'est du work Ah ça. ouais. Ouais, Ok. complètement. Ouais. Ouais. Moi, je pensais que Candice avait vraiment pris un trauma Non, ou un non, petit non. coup. Non, Ok. non, c'est du work ça. C'est voilà, on va partir sur un idée à Hartwell, Xayali. Ah, cool. Candice, elle est là pour lancer le truc quoi. Ouais. De toute façon, là, on est dans le bas de la carte. Ça, je pense que ces passages-là, tu les as pas dans la version Ulule ou dans la Ouais, version française, quoi. il y a moyen, ouais. C'est vraiment, voilà, pour occuper le temps d'antenne. Ça rendait pas très bien, honnêtement, je trouve, la fin de match qui se termine comme ça. C'est pas des trucs qu'on a envie de voir, je pense. C'est pas. Ouais, une fin de match Moi, de je deux sais pas. minutes. T'as trouvé ça intéressant? Moi, je. Non, non, ben moi, comme je te dis, j'ai vraiment cru qu'il y a eu une Mm. commotion ou un petit trauma et qu'ils ont accéléré la fin du match, mais peut-être que non. Écoute, je ne sais pas. Ouais, Bah, du coup, si t'ont convaincu qu'il y avait vraiment une blessure, c'est que ça a fonctionné, quoi, au final. Donc, Ouais, j'y ai cru. J'y ai ok. cru. Toujours dans ce qui a peut-être zappé la session française, Shinsuke Nakamura nous fait une Alistair Black. Il est dans son Ouais. garage et il nous dit voilà, venez frapper à ma porte. Mm. Bon, c'est un peu... C'est Akira Tozawa qui va Ouais, l'affronter la semaine prochaine. Quand même. ça serait bien, hein, peut-être, un truc. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça? Ah ouais, Ouais, c'est ouais, ça. c'est annoncé un peu plus tard dans l'émission, Ah je crois putain, vers la fin. d'accord, ok. Ah ouais, non, mais alors là, c'est beau, là, c'est du clash japonais, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On va se croire à la New Japan Pro Wrestling, là. Mhm. Je ne vous dis que ça. C'est pour la semaine prochaine. Hein. Prenez Soyez note. connectés, ouais, Réglez le magnétoscope. c'est C'est ça. parti. Bon, 3 heures de show à Monday Night Raw, donc il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses dans les coulisses. Jey Uso croise Sami Zayn, voilà, ils sont copains, il l'encourage pour le match de ce soir. Jey Uso, lui, il explique au micro que ben il espère bien vite avec Cody Rhodes regagner les titres tag team et puis voilà, pour faire un petit peu la Nick Area replay. Pendant ce temps, Drew McIntyre, lui, il s'est filmé voilà, dans une arène vide là au Performance Center et il nous dit que ça l'a fait chier un peu d'avoir Ouais. été champion quand il n'y avait pas de public et voilà, d'avoir été un peu keblo par la Bloodline qui lui a un peu gâché sa carrière à un certain moment et qu'il est là pour pour retrouver sa place. Hein. Mm. Mm. Il veut retrouver sa place et Seth Rollins lui va lui répondre au milieu du ring. Il est venu dans la salle, il est venu dans cette belle région du Wisconsin. Et il dit bah écoute Drew McIntyre t'es bien sympa mais enfin tu nous fais un peu ta grosse pleureuse là en 2020 il y a eu le Covid il nous fait presque une promo il tente un peu une promo à la Dusty Rhodes un peu socialiste économiste ou je sais pas quoi en nous disant que voilà il y a des gens dans la salle qui arrivent pas à finir le mois il y a des gens qui savent pas quand ils pourront payer leurs dettes il y a des gens qui savent pas quand est-ce qu'ils reverront leurs êtres chers donc toi c'est bon là Mm. tu nous fais tes white tears là, espèce de blanc hétéro dominant. Ouais.
Chouineuse, quoi. Ouais, chouineuse, alors bah si. Mais par contre, si tu me bats à Crown Jewel, ok, pas de souci. T'auras gagné, mais tu m'as déjà battu. Mais à l'époque, c'est fini là, c'est fini le Messiah, c'est fini ce Seth Rollins là. Maintenant, ça va être une autre paire de manches. Bon, il a pas le temps de finir vraiment proprement. Seth Rollins, il est attaqué en traite par JD McDonough qui a le match contre lui ce soir. Bon, un match où il prend quand même vraiment pas le dessus de JD McDonough, mais voilà, il se défend, il joue au mieux. Un match qui va durer quand même 14 minutes, donc on peut pas dire que Seth Rollins s'en débarrasse facilement, mais il faudra un pedigree et un curb stomp pour y arriver. Damian Priest était dans les parages avec sa mallette, donc il a sous-entendu que peut-être il allait pouvoir cacher ce soir. Mais Seth Rollins, clairement, est pas assez détruit à la fin pour subir un cash-in. Il le provoque même, et vas-y, viens. Mais Priest reste à l'extérieur et ne va pas se mouiller. Donc c'était juste un petit peu de bluff. Il vient avec un arbitre. Ouais, Damian Priest, on a vraiment l'impression qu'il va cacher, mais finalement non, parce que ça redonne du peps à Rollins qui va du coup mettre un point final au match là en rétamant le bon JD. Le match était super cool. Ouais. La promo était très efficace. Moi, j'ai bien aimé aussi la vidéo avec Drew McIntyre, qui nous raconte encore une fois sa désillusion d'avoir été champion pendant le Covid. Mais ça fait une bonne motivation toujours. On a un peu le même personnage qu'on avait contre Roman Reigns à l'époque là de Clash at the Castle. Moi, quelque part, j'ai envie de le voir gagner. J'ai envie de le voir mettre fin au règne du Seth Rollins, la diva des rings. En même temps, Seth Rollins qui est en bisbille avec le Judgment Day, le petit passage de Damian Priest avec sa mallette, là, Senior Money in the Bank. JD, très bien pour se prendre toujours un gros selling, donc le match est super. Techniquement, il est très bon, JD McDonald aussi, donc face à Rollins, ça donne un super match. Donc encore une fois, je trouve même si on est par message interposé, même si physiquement Drew McIntyre est pas là, je trouve que la rivalité elle est encore bien ficelée. Ça se mélange au milieu de tout le roster de Raw, donc encore une fois, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Ouais, franchement, je continue mes éloges, mais je suis bien content de réarriver à ce moment-là dans la WWE. Moi, je suis plutôt comme toi. Je sais pas si je veux Drew McIntyre déjà champion là à Crown Jewel dans une optique de Road to. Ouais, et puis c'est très triste pour lui de gagner le titre à Crown Jewel, quoi. C'est sûr. Mais c'est ça que j'aime bien, j'aime beaucoup en ce moment, c'est qu'on sent qu'on est parti pour des mois, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit SmackDown, Roman Reigns qui croise Cody Rhodes, quand on voit les interactions dont on parle entre Drew McIntyre qui parle beaucoup de la Bloodline, Kevin Owens aussi, on sent qu'il y a Crown Jewel, mais on sent qu'il y a les Survivor Series, on sent qu'il y a Royal Rumble, on sent qu'il y a WrestleMania. En fait, on a l'impression qu'on est dans une road to WrestleMania qui a démarré hyper tôt. Ouais. Et peut-être qu'on va s'en plaindre à des moments et que ça sera un peu longué, mais on sent qu'il va y avoir plein d'étapes. Je trouve personnellement que Rollins fait un très bon et très beau champion poids lourd depuis qu'il y a eu ce deuxième titre, mais que ça doit commencer à faire peut-être 6 mois ou peut-être pas autant. Faut que ça tourne cette ceinture-là, parce que c'est quand même. On a de l'autre côté, on a Roman Reigns qui lâche pas la truc. Pareil, les ceintures tag, elles sont un peu monopolisées, donc ça serait bien que celle-là elle tourne un petit peu, moi je trouve. J'aimerais bien de là avoir Drew McIntyre gagner. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Puis il y a toujours Damian Priest. C'est assez compliqué d'imaginer à quel moment Priest va cacher, parce que je le vois pas assez superstar quand même pour le voir dans une affiche main event à WrestleMania. Donc est-ce qu'il cacherait maintenant pour avoir un règne d'hiver là, pour garder la ceinture au chaud en hiver? Ça pourrait être cool aussi. Plein de choses sont ouvertes. Le match va être sûrement super. Je pense que Drew, il faut qu'il lâche les chevaux là. Il est encore dans une position un peu twinner. Je te respecte, mais j'ai quand même envie de te mettre sur la gueule. Je pense qu'il faut un Drew top heel là. Je sais pas si on peut même top imaginer. Heel ou retour au babyface, mais pas au milieu comme ça. C'est en demi-teinte, ça fonctionne pas toujours très bien, c'est sûr. Mais ça marche bien et tout le monde fait le gros du travail. Je pense que les deux sont ravis de travailler ensemble. Comme tu dis, JD, je
Je le connais pas plus que ça, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui a fait beaucoup d'indie et qui doit être connu par pas mal Ouais. de. Il a des potes, ils sont contents qu'il soit là, j'ai l'impression, et de lui faire la part belle, hein, parce qu'un match comme ça contre Seth Rollins, bah, c'est pas tout le monde quand même qui l'a. Ouais, non, visiblement, il est dans les petits papiers, lui, hein, parce que il se Ouais, retrouve directement, c'est un peu comme Solo Sikoa, quoi. Il est ouais, catapulté directement dans le Judgment Day, donc il a du temps d'antenne et tout. Donc voilà. Il a une bonne position, lui, pour prendre une place dans le roster assez rapidement, quoi. ouais, ça donne vraiment plein de perspectives et on a hâte de voir ça. On va passer un petit peu de détente, hein, t'es d'accord? Ouais, allez, Ouais, vite fait, allez. bien fait, hein. Allez, ouais, vite fait. C'est Halloween, donc on a quand même un match hommage à Halloween. Donc on a un Mm. Trick or Street Fight. Yes, avec des Euh, citrouilles, des bonbons, des voilà. cannes à sucre géantes, Et Natalia en Catwoman sexy, lapin, ouais. voilà, ou je sais plus quoi. Et face à elle, donc nous avons un superbe duo, Chelsea Green et Piper Niven, qui se sont déguisés en membres de la Art Foundation. Donc Mm. j'ai trouvé. Bret Alors, Hart et Jim Neidhart. ouais, alors Chelsea Green, magnifique, et puis bah, Piper Niven, hyper drôle. Mm. Et j'ai trouvé ça super parce que non seulement c'est un déguisement d'Halloween hyper drôle, mais en plus, bah voilà, c'est pas pour rien parce que c'est Natalia en face. Ouais. Natalia, voilà, est-ce qu'elle va oser lever la main sur le déguisement de sa propre famille? Mm. Et pour une fois en plus, j'ai trouvé le match hyper fun. Donc elles se sont bien amusées à péter les citrouilles, à utiliser les. J'ai jamais trop compris là le truc où il y a des pommes dans l'eau là où il faut essayer de se Ouais. noyer. Gâteau, c'est qu'en soulevant une citrouille qui était sur une table, Chelsea Green a découvert Nikki Cross, enfin, la Mm. tête de Nikki Cross, je sais pas s'il y avait le reste de son corps, On ne sait pas. qui était là, le regard perdu dans le vide. Ça l'a vraiment effrayé, hein, Chelsea Green, elle a eu Mm. très très peur, elle a hurlé, et elle a failli se faire prendre au piège, donc Natalia a tenté un moment de placer le sharpshooter sur les deux en même temps, mais elle a pas réussi, c'était quand même un peu compliqué cette histoire, et c'est quand même Chelsea Green qui l'emporte. Victoire Mm. de Chelsea Green sur son finisher, hein, son kill switch, enfin, son unpreacher. Beaucoup de. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était réussi là. Tu vois, j'aime pas trop des fois les trucs où on gâche la bouffe, les segments un peu pourris Mm. là qu'il y avait eu avec le New Day. Là, c'était dans l'ambiance, je Ouais, pense. ouais, bon, elles sont rigolotes, les costumes étaient rigolos. Alors le bunny, je crois que c'est une catcheuse de la EW, hein, qui a le même gimmick, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est toujours un petit peu bizarre de voir une espèce de maîtresse SM qui embrasse les enfants là, mais admettons. Ouais, juste ce petit truc, c'est qu'à un moment, Chelsea Green, là, quand elle soulève les citrouilles pour découvrir la tête de Nikki Cross, elle soulève d'abord celle avec Nikki Cross, elle la repose, tu vois, style, j'ai pas vu. Et elle prend celle qui est à côté, parce que je suppose qu'elle était censée en prendre une d'abord, et puis après, celle avec Nikki Cross. Bon, après, ça a fonctionné, c'était rigolo. C'est le Trick or Street Fight d'Halloween, quoi. Ça fonctionne bien chez le Green, hein, avec Piper Niven, là. Ah ouais, de ouf. C'est toujours rigolo, quoi. Ouais, C'est moi j'ai toujours bien mieux aimé. qu'un Tozawa contre c'est qui qu'on a vu d'habitude, Gallows et Anderson qui se collaient à ce truc-là, quoi. Ouais, souvent, ouais. Mm. Ouais, moi j'ai trouvé ça marrant. J'ai trouvé ça marrant. Ouais, allez. Au moins, elles nous ont mis du baume au cœur. C'était pas le cas de toutes les filles. Il y a Becky Lynch qui était un peu déprimée en coulisses. Donc, elle a perdu, hein, Becky Lynch. Son titre NXT, là, elle faisait la belle Ouais. partout. Elle le défendait à Raw. Et elle a perdu comme une grosse loseuse à Halloween Havoc contre Lyra Valkyria. Voilà. Bah écoute, elle va enchaîner, hein, puisque Xia Ali vient la provoquer. Il y aura Mm. sûrement un match prochain, mais c'est vrai que bon, on se doutait bien que ça allait pas durer. Becky Lynch en champion NXT, un championne NXT, mais Ouais, voilà. ça aurait pu rester encore un petit peu, je pense. Mais Trouve aussi. ouais, bon. Elle nous dit que quand même, elle a défendu son titre plus de fois que Roman Reigns et plus de fois Ouais. que Rhea Ripley. Ouais, ouais. Bah, moi, je suis Mais chaud, bon. hein. S'il y a un gros Becky Lynch contre Roman Reigns, je pense que c'est une très belle affiche. Ouais, j'attends ça avec impatience, ouais, effectivement. Ouais. Mais Becky Lynch est la patronne, hein, il faudrait qu'il trouve quelque chose pour la remettre un petit peu dans la boucle là, hein, parce que voilà, ils l'ont envoyé à NXT, c'était rigolo. Bah, Voilà. S'ils disons ont rien pour que elle, c'est un peu con. Si c'est pour la faire affronter Xayali, ouais, je pense que c'est temporaire, évidemment. Je pense que le très gros match féminin à 5 là, va être aussi une façon de cleaner un peu les rivalités. Il va rester plus que Becky Lynch, donc ça va se faire ouais. naturellement. Mais on va enchaîner. Alors, j'ai pas les dates de. Je sais plus quand est-ce qu'est Survivor Series, mais on va enchaîner assez vite
Et parti comme on est parti avec Nick Aldis, on va sûrement avoir une guerre de factions, donc on va un peu mettre en parenthèse tout ça. Ouais, c'est ça pour Survivor Series. À mon avis, c'est Raw contre SmackDown, donc ça va mettre au ça va être chaud, réfrigérateur toutes les rivalités, je pense. Ouais, mais ça va être bien. Il y a moyen que ça soit bien. Là-dessus, on part au main event, si ma mémoire est bonne, on est bien là. Main event, yes. Main event, donc Damian Priest contre Sami Zayn. Alors quand le match démarre, il reste une bonne partie de show, donc on imagine un gros match. Mais en fait, le match finit assez vite, puisqu'au bout de 10 minutes d'affrontement, il y a Dominic Mysterio qui est sur les abords du ring et qui fout un petit peu le bordel. Il y a Finn Balor aussi, donc Jey Uso débarque. Et puis ça part en vadrouille. Jey Uso il se frotte les mains là, quand il arrive, il a l'air tout content de partir à la baston. Il fout une close line à Dominic Mysterio, il se débarrasse de Finn Balor et il porte un super kick en fait à Damian Priest. Donc l'arbitre signe la disqualification, désolé les gars, mais voilà, c'est DQ. Pas faire n'importe quoi non plus. Du coup, le Judgment Day est quand même en nombre, donc ils se mettent à 3 contre 2 sur Sami Zayn et Jey Uso. Cody Rhodes débarque, évidemment, c'est celui qu'on attendait. Grosse pop de Cody Rhodes. Ça se met sur la gueule dans tous les sens. Voilà, on se retrouve à 3 contre 3. Comme d'hab, les méchants sont expulsés du ring, les gentils sont au milieu. Donc Cody Rhodes prend le micro et puis il nous dit, voilà, à Damian Priest que en gros, il va le... Comment il dit ça? En gros, il lui dit, voilà, il n'y a pas d'affrontement Cody Rhodes. Enfin, si, il y aura un affrontement qui va arriver, mais il n'y a pas vraiment de face-à-face direct, mais en gros, Cody Rhodes lui dit je vais te neutraliser ce week-end, tu pourras jamais cash in, et puis de toute façon, toi, tu te caches derrière tout le monde. Tu te caches même derrière Dominic Mysterio. Ça, c'est la honte quand même. Donc, il le provoque, il le tease, et il lui dit voilà, cette semaine, je suis de retour, et Damian Priest est face à moi, donc voilà, je vais te rouler dessus, en gros. Ouais. À Crown Jewel, je pense. Ouais, à Crown Jewel, c'est là qu'on a le match. Donc, petite soirée, je trouve, pour Cody Rhodes quand même. Pas de match au programme. Il est juste venu aider ses copains en top babyface sympa, mais et puis pour faire la grosse pop finale, mais c'est pas lui qui était dans le main event dans l'affiche. Et au final, le match a été un peu court quand même, je trouve. Ouais. C'est une grosse affiche, Sami Zayn, Damian Priest. Ah oui. Ça a bien marché le temps que ça a duré. Après, après on part sur le scénario tout autour des rivalités qui ont lieu à Crown Jewel. On est quand même sur un Gaume Show, donc il faut hyper le truc. Voilà, donc du coup défaite de Sami Zayn par disqualification. Gros bordel organisé à la fin. Il y a tout le monde qui est de la partie, de Jey Uso à du coup Cody Rhodes, passant par Dominic Mysterio. Promo qui fonctionne bien de Cody Rhodes à la fin là pour hyper le match contre Priest. Ça peut être un très très bon match là aussi, Priest Cody Rhodes, même si Cody Rhodes va venir avec une diminuée puisqu'il a la Judgment Day la semaine dernière. Donc pour moi, pour du Gaume Show, c'est plutôt efficace. On nous rappelle toutes les rivalités, on nous hype ça une dernière fois avec une petite promo. Le match en lui-même était quand même réussi, même si ça a été écourté. Donc j'ai envie de dire que c'est un sans faute quand même. Pour la soirée, pour le main event, pour le show le en main général. Event, pour le Go Home Show en général, voilà, pour le dernier segment en tout cas, c'est réussi. Voilà, puis on n'a pas eu de segment avec Nia Jax dans la soirée, donc. Si, on a eu une vignette. Si, on a une vignette. Ouais. Ça suffit, une vignette, c'est bien. Voilà. Je suis peut-être un peu moins emballé que toi. J'ai trouvé pour le coup, beaucoup de choses me plaisent en ce moment à la WWE. Là, j'ai trouvé ça un petit peu trop classique, quoi. La DQ, le gentil top babyface que tout le monde attend, qui finit par venir aider ses potes. On fait le ménage sur le ring, on prend le micro en disant hey, ce week-end, on se met sur la gueule. Efficace, mais peut-être un peu trop classique. facile. Ouais, un peu trop classique, mais c'est peut-être un peu exigeant. Mais sinon, c'était plutôt chouette et globalement, les affiches de ce Crown Jewel sont vraiment pas dégueu et on peut avoir peut-être le meilleur Crown Jewel de tous les temps. Mais ouais, il y a du gros star power là. Moi, je suis curieux de voir ça. Alors, ils sont toujours un peu jet lag les catcheurs quand ils arrivent à Crown Jewel, donc. Ouais, puis en général, ils bouffent comme des porcs. Là, on se souvient des vidéos là avec. Ouais, c'est ça. Ils sont jet lag et puis ils sont bien nourris. Ils ont du couscous, de l'agneau, du dromadaire, je sais pas quoi. Ah, on a déjà vu des photos passer là sur les réseaux sociaux de leurs vacances à Riyad. Donc, Ben oui, c'est ça. Ouais, ça reste Crown Jewel,
n'oublions Ouais. pas. Donc, on verra. Mm. Mais il y a des bien belles affiches quand même là Ouais, et pour comme ce tu show. disais, là, on était clairement sur le Go Home Show, donc ça veut dire qu'on Ouais. ne verra plus ces gens jusqu'à Crown Jewel hein, à Raw. Peut-être qu'à SmackDown, on verra les champions par équipe, mais en tout cas, les autres, on ne devrait pas les voir, donc on est lancé. Bah écoute, Ringside, quel est ton top, quel est ton flop et ta note sur ce Monday Night Raw? Alors, le top, à qui on va le donner le top Ouais, je vais le donner à Sami Zayn, tiens, qui nous fait une grosse promo, qui fait le job. Et puis le flop, on va le donner aux filles encore une fois, hein, Candice LeRae et Isaiah Lee. Ouais. Non. Non merci, sans façon. Et je vais redonner un 4 encore au show. Moi, je me suis pas ennuyé un instant dans ce Monday Night Raw là. On est pas mal. Tiens, tu sais quoi, je vais donner mon top à Otis en fait, parce qu'il a fait un très beau match. Je sais pas qui, c'est tellement imbriqué les uns dans les autres qu'il y a personne qui ressort. Bref, voilà, 4 très bon show. Et on le répète, hein, on ressasse, mais je ne sais que dire de plus. Ah écoute, globalement, les noteurs de Cage Match, qui est un de nos sites de référence, sont de ton avis. Hein, 8,9 sur 10 pour ce show. Bah, c'est donc, moi qui leur dis quoi noter. Hein. Ah bah oui, pardon, Voilà, c'est dans l'autre sens, n'oublie évidemment. pas quand même. Bah, oui. Je suis con. Désolé, surtout que c'est un site allemand, donc là aussi Oui. on connaît Il y a ton Vol. amitié, ouais, voilà, ta proximité, ta sympathie avec ce peuple. C'est de génération en génération. Écoute, c'est dans la famille. Voilà. Moi, pour la petite blague, parce qu'on n'aura pas l'occasion de le refaire, je vais donner le top à Chelsea Green et à Piper Niven pour leur déguisement, qui m'ont fait rire. Voilà. Et puis, ben, écoute, à part ça, c'est vrai qu'on a du mal à définir un flop. Que je vais peut-être mettre. Ouais, je voulais pas tirer sur l'ambulance, mais je vois vraiment que ça. Donc, on va mettre le flop à Candice LeRae, qui est pas encore au niveau et qui va sûrement garder sa place. Grâce à son mari un petit moment. Faut pas dire ça, c'est pas les femmes, les hommes, mais c'est vrai qu'on a du mal à la voir faire quoi que ce soit d'intéressant pour le moment. Donc ça va être difficile pour Candice. Bon courage. La période me plaît vraiment beaucoup. Je suis vraiment hyper content de voir des super catcheurs et catcheuses exploiter au top de leur potentiel, hein, que ça soit les réactions que peuvent avoir les LA Knight et Rollins d'un côté, les Dominic Mysterio, les Roman Reigns de l'autre. Sami Zayn, Jey Uso, enfin voilà, j'ai l'impression que chaque show donne lieu à des, voilà quoi, on aurait envie d'être dans le public de chaque show, donc c'est très très motivant. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des babyface aussi populaires aussi quoi. Donc, ouais, on a des babyface au top vraiment. Je pense que le merch doit bien tourner, des factions qui se sont bien installées. On va dire des scènes secondaires qui sont bien remplies aussi. Hein. On parle de l'Alpha Academy, des DIY, de Imperium, tout ça c'est quand même au top. Donc moi je vais même mettre 4,25, figure-toi. Allez, bam. Ouais, Soyons fous. Ouais. Mais il faut, quand c'est bien, il faut le dire hein, quand même. Il y a tellement de gens qui cherchent la petite bête et tout ça que. Ah ouais, non, nous on a les grosses bêtes. Nous, et puis voilà. Nous on apprécie. Exactement. on est bien. Mais dites-nous un peuple de catch-up en commentaire. Donc vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, évidemment, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, sur une version vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, des tops, des flops, des notes, si vous êtes emballés, si vous êtes déçus. Les pronos pour Crown Jewel vont arriver très très vite. Donc soyez prêts, comme on dit. Crown Jewel en plus, ça a toujours un très gros avantage, c'est qu'on peut le regarder quasiment en direct en France. On peut le regarder en direct même, il n'y a pas de souci avec ça. Donc merci beaucoup Ringside d'avoir été avec moi pour ce super catch-up. Je suis bien content de reprendre. Mais écoute, merci à toi, pareillement. Hein, toujours un plaisir de revenir aux affaires, et surtout en ta compagnie. Très bien, plaisir partagé. C'est parti peuple de catch-up, continuez de nous suivre, continuez de nous partager, continuez d'interagir avec nous, ou faites-le même un peu plus s'il vous plaît, ça serait voilà, une petite demande de ma part là, de retour de voyage, faites-le un petit peu plus, et à très bientôt. Go pour, je sais plus comment finir, j'ai perdu la façon de faire. Ringside, je te laisse finir.
Voilà, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Puis on se retrouve très bientôt pour des aventures dans le monde merveilleux du catch. Ciao, bye bye les amis. Allez, ciao Ringside, ciao à tous. Normalement, après, on fait une blague de fin avant qu'on coupe. Genre on dit que devient Homos? Ça, c'est une bonne question, ça. Voilà.